Franck. Allez, on y va. C'est parti, il y a tout le monde qui arrive. Oula. On est 40, 45, quoi. Ah, Monsieur Lartigue. Oh, Kevin. Allez, Ça va? vous allez mettre... Monsieur Lartigue. Ça va, Sandrine? Ça va et toi? Super. Alors, on a bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Marceau. Bonsoir. Monsieur Marceau. Alors, il faut que je récupère. Lionel est en train d'arriver, voilà. Il arrive. Ah, génial. On time. Et qui c'est qui me manque? Maxime, il est où, Maxime? Je ne vois plus. Maxime. Ah, Salut Lionel. Bonjour à tous. Où Maxime? Regarde Julien. On a perdu Maxime. Salut Lionel, ça va? Non, moi je suis là. Merci. Je cherche juste Maxime. Voilà, bonjour Franck, c'est Denis à l'appareil. Salut. Moi je suis là, Franck. Oui, non, mais le problème, c'est que j'arrive pas à te. J'essaie de te choper sur l'écran pour te mettre. Ah, voilà, c'est super. Voilà, nickel, c'est tout bon. Bon, bah, bonsoir à tous et à toutes. Merci de me rejoindre pour ce focus grand vin du Sud-Ouest, ce qu'il en est. Je n'oserais dire que les grands vins du Sud-Ouest existent. Je pense que nous avons d'éminents représentants. Et ben voilà, j'aimerais que peut-être chacun à tour de rôle vous vous présentiez. On va peut-être. Ça serait plutôt si tu avais eu une ou deux vieilles dont tu n'as plus besoin, me les passer. Je ne sais pas qui c'est qui parle. Et vos conversations privées, on s'en fout. Hein. Il y en a qui ont pas coupé le micro. J'espère qu'ils parlaient de vieilles bouteilles. Ouais, moi aussi, oui. Ouais, j'espère, eux aussi. Je vais peut-être passer la parole. D'habitude, on fait commencer les dames, mais je vais laisser la parole pour une fois n'est pas coutume à Patrick qui a organisé ce webinaire, qui a choisi les vignerons et les vigneronnes qui allaient nous présenter leur vin et leur cuvée ce soir. Alors, je tiens à dire que voilà, les vignerons ne sont pas au courant, mais donc voilà, tous les participants du webinaire, il y a une promotion de moins 50% sur les achats, c'est ça, je pense que vous m'aviez dit. Ah bon? Patrick, il se débrouille. Hein. On remercie Patrick pour son geste. C'est ça. Bon, allez, Patrick, je te laisse te présenter. Patrick. Alors, bonsoir. Patrick Layet, je suis caviste distributeur dans le Sud-Ouest, à Pau plus particulièrement. Donc, j'oserais dire au cœur du vignoble du Sud-Ouest et fervent défenseur des vignobles du Sud-Ouest. Aujourd'hui, effectivement, avec Franck et Justine, on a fait une sélection, bien sûr, très arbitraire et subjective des vignerons. On est obligé de limiter. Mais je pense que vous tous les présents, représentez, je crois, l'image de ce que j'aime dans le Sud-Ouest. Je dis bien de ce que j'aime parce que les vins, ça reste subjectif. Et représentez dans votre personnalité et dans vos vins des vins identitaires, des vins vivants, des vins qui ont vraiment une âme. Voilà. Je ne sais pas pour le moment, je reparlerai peut-être après. Voilà ce qui est intéressant à dire pour les vins du Sud-Ouest. Voilà, chacun va se présenter. Et donc, tu as, toi, 2 magasins, je pense. Ah oui, effectivement, je n'osais pas me présenter parce que je ne suis pas vigneron, moi, c'est facile. Mais effectivement, j'ai 2 magasins depuis une trentaine d'années sur Pau, à l'Est et à l'Ouest. Et je distribue tous les vins du Sud-Ouest, globalement, sur 3 ou 4 départements auprès de la restauration et bien évidemment auprès des particuliers. Voilà, et bon, j'exporte un petit peu de vin, mais de façon très épisodiques et surtout je vends pas mal de vins du Sud-Ouest un peu partout en France à des clients qui passent au magasin. Je vais mettre le casque alors. Vas-y. Et donc je disais, je vends beaucoup de vins en dehors du Sud-Ouest, mais en dehors de la région du Sud-Ouest, parce que beaucoup de gens passent au magasin ou nous connaissent
Donc, j'ai toujours des clients en Bretagne, en Alsace, à Paris, pour expédier un peu de vin de toutes les régions, aussi bien Marmande, Jurançon et tout ce qu'il y a ici présent. Magnifique. Eh ben, voilà, il y a pas mal de monde qui arrive. On est 75 déjà. Hein. Ça commence. Tout le monde arrive. Et donc, si vous allez à Pau, si vous avez envie de trouver un excellent caviste, donc n'hésitez pas à aller voir notre ami Patrick, qui est aussi formateur au sein de l'école. Donc, maintenant, honneur aux dames. Alors, soit Elori, soit Sandrine. Je peux nous présenter en quelques mots le domaine, la philosophie. Vas-y, Sandrine. Bon, bah alors, je commence. Sandrine Parugia, je fais du vin dans le Marmandais, donc à Cocumont exactement. J'ai 4 hectares de vignes. Cocumont est très célèbre pour sa cave coopérative. Voilà, tout à fait. Donc, Cocumont, c'est 98% des volumes travaillés par la cave coopérative et 95% des surfaces. Donc, on est un peu isolé. Voilà, je suis avec aussi un vigneron très connu qui s'appelle Elian Darros. Donc, c'est surtout Elian qui a tiré l'appellation, on va dire. Voilà, on travaille en bio, mais pas que. Et on pourra en développer après, peut-être. Donc, moi, j'ai 2 vins rouges, La Vague, hein, qui est sur le fruit, un vin plus de terroir qui s'appelle Épiphyte, et un vin blanc qui s'appelle 52 arts. Voilà. Premier millésime 2012 pour les blancs et 2014 pour les rouges. Et tu t'es installé en 2012 pour les. J'avais que des blancs en 2012 et puis j'ai fait les rouges en 2014. Et Elian, son installation, c'est 98. Donc voilà, Elian, c'était le premier à sortir de la cave coopérative. Donc juste là. Voilà. Et il a fait chanter les coucous pour faire un mauvais jeu de mots. Ouais. C'est ça. Et encore, hein, il ne faut pas parler au passé. Hein. Il fait chanter. Oui, non. Bon, merci beaucoup. Merci Sandrine. Elori? Oui, donc c'est Elori, donc du domaine Borda-Choulia, dans l'appellation Iroulegui. Bonjour à tous. Donc, petite appellation, Iroulegui. On est sur 250 hectares à l'appellation, 13 vignerons indépendants et une cave coopérative. Voilà, donc c'est tout petit, en plein cœur du Pays Basque. Et nous, on a 9 hectares et demi aujourd'hui qu'on cultive. Une reprise d'exploitation. Donc, moi, j'ai repris les vignes plantées par mes parents et mon oncle dans les années 80. Mais eux étaient coopérateurs et nous, on a lancé donc, la vinification et la commercialisation ici sur place en 2014. Donc, même mes désimes presque que Sandrine pour les rouges. Donc, voilà, démarrage en 2014. La particularité d'Iroulegui, c'est sa topographie. Hein. Nous, on est dans l'extrême sud-ouest du sud-ouest. Vignoble tout en terrasse, alors. Ouais, voilà. Donc, vignoble à 70% planté en terrasse. Et nous, justement, c'est cette configuration qu'on a. Sur les 9 hectares et demi, on a 8 hectares qui sont plantés comme ça en terrasse. Voilà. Aujourd'hui, on est moi et mon compagnon à travailler sur la partie vigne, mais on a également une ferme où là j'ai mes 2 sœurs, donc on est associés tous les 4 qui font donc fromage de brebis au soirati et d'autres produits aussi autour de la ferme. D'autres bonnes choses. Voilà. Ok, merci. Qui est-ce qui veut y aller? Maxime, Julien, N'importe, comme il veut. Vas-y, Max. Ok. Allez. Alors, bonjour. Alors, moi, c'est Maxime Salaran, Clos la Rouillate, à Gand. Donc, il y a une belle coopérative aussi, c'est ça qui est dit. Ouais. Et donc 3 hectares sur l'appellation de Jurançon, tout en biodynamie. Nous, c'est une création totale. Actuellement, mais du coup, je suis avec ma femme et on fait tout à 2 depuis de la taille jusqu'à la mise en bouteille.
On produit sur Jurançon que des blancs parce qu'on n'a pas la chance d'avoir des terroirs drainants comme à Irolegui pour pouvoir envisager de faire du rouge. Donc, on a beaucoup d'eau et des argiles qui gardent l'eau. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire des mauvais rouges. Mais par contre, on a ce qu'il faut pour faire des jolis blancs, quoi. Alors, la particularité de notre domaine, nous, Scola-Rouillat, c'est qu'on est exposé à l'est. On est le seul domaine sur des marnes et le degré alcoolique ne monte pas beaucoup chez nous. Chance, et ça nous permet de faire une dominante de Jurançon sec. 90% du domaine fait des secs avec 2 cuvées, Météore, la majorité de la production du domaine, et Comète, qui est un sec un peu plus gastronomique, un peu plus sur les amers. Et ensuite, on fait un petit moelleux, mais un moelleux qui est sur un terroir de Jurançon sec, donc, qui s'appelle Phénix, et qui est un peu ce qu'étaient les Jurançons il y a une trentaine d'années en termes d'équilibre et de sucre, quoi. Voilà. Moi, je suis en train de déguster un Météore 2019. C'est pas mal, ça. Ça goûte bien. Ça goûte. Ok, merci à toi, Maxime. Et petite précision aussi, Patrick a oublié de dire le nom de sa cave, qui est Le Chai. Le Chai. Il est coupé ton micro, Patrick. Je suis meilleur pour parler des autres. Je préfère. Ok, très bien. Qui c'est qui veut se présenter? Soit Lionel, soit Julien, comme vous voulez. J'y vais si tu veux. Vas-y. J'y vais. Ouais. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Julien du domaine Combel-la-Serre à Cahors. Donc, c'est un domaine de 23 hectares que l'on exploite avec Sophie, mon épouse. C'est un domaine familial que l'on a repris en 2003-2004. Donc, on est sur les hauteurs de Cahors. On est à 320 mètres d'altitude sur des terroirs relativement calcaires. La petite particularité, si c'en est une aujourd'hui à Cahors, du domaine, c'est une exploitation, donc, comme je vous ai dit, familiale, où c'est que j'ai connu mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père, et qui est, lui, sorti de la cave coopérative en 1998. Et donc, il s'est lancé dans la vinification au domaine. On a été aidé par pas mal de vignerons et de partenaires pour en arriver là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la totalité du domaine qui est commercialisé en bouteille. Et on fait... Vous êtes sur la partie ouest de l'appellation, si je ne me trompe pas. Effectivement, on est à l'ouest. Alors, on n'est pas les plus à l'ouest. On est à l'ouest de Cahors. On est à 17 km à l'ouest de Cahors, sur les plateaux qui vont vers Agen, sur cette coupe-là qui va vers Agen. Voilà. Et il faut savoir que les plateaux de Cahors représentent simplement un tiers de l'appellation par rapport aux vallées, à la vallée, au terroir de vallée qui représente 2 tiers. Voilà, donc on est particulièrement sur des rouges d'appellation en Cahors. On y tient vraiment pour valoriser et mettre en avant nos différents terroirs que l'on peut avoir à l'intérieur d'un domaine de 23 hectares. Et depuis 2015, on a planté un petit peu de blanc, à savoir des terres à la lune, et depuis 3 ans, on a planté, des vermentino, excusez-moi, et depuis 3 ans, on a mis en place aussi un peu d'albarigno. Voilà. Mais la grosse majorité du domaine reste quand même sur des auxerrois ou des côtes, vous l'appelez comme vous voulez, ou des malbecs si vous voulez. Voilà. Donc, sur différents terroirs et différentes cuvées. Merci à toi, Lionel. Ouais. Merci, Julien. Bonsoir à tous. Ah, on ne t'entend pas, Lionel. Tu es figé là. On a perdu Lionel. Lionel, tu es avec nous ou pas? Terroir du Sud-Ouest. Donc, on est parti avec l'envie farouche d'essayer de participer à la belle aventure que les vignerons et les coopératives ont initiée il y a plusieurs générations, avec notre approche à nous, qui est un petit peu différente de celle qu'on peut connaître quand on est vigneron et quand on fait votre métier, messieurs, dames, qui vous êtes présentés avant moi.
C'est-à-dire que nous, on intervient plutôt en freelance, j'ai envie de dire. On arrive avec une interprétation, une envie de s'exprimer. Et malgré tout, depuis quelques mois, on a décidé d'aller un peu plus loin. On a repris des propriétés en termes d'accompagnement, de pilotage. Et notamment le domaine Berthoumieux à Madiran avec la famille Bortolussi qui fait que je suis là aujourd'hui. Et on vient d'acheter notre premier vignoble à Fronton sur l'appellation Fronton pour travailler un cépage que nous aimons beaucoup qui s'appelle la Négrette. Et voilà, donc on a une approche un petit peu différente, mais tout à fait complémentaire avec ce que pourront dire mes éminents collègues. Et pour la petite histoire, avant de démarrer, j'avais travaillé à Jurançon, donc vignoble qui me tient énormément à cœur. Et pour la petite histoire, enfin, c'est Patrick qui m'avait vendu les premières bouteilles après mes études de chez Elian en Normande. Donc j'avais acheté des primeurs. Patrick m'avait vendu des primeurs en 98. Voilà, donc c'est cool de se retrouver là face à Sandrine quelques années plus tard. Oui, nous, et moi, Lionel, ça fait un paquet de temps que je ne t'ai pas vu. On avait bossé ensemble il y a plus de 20 ans. Quand on était jeune, Franck, quand on était jeune. Ouais, quand on était jeune, je t'avais acheté du vin. Je crois que tu travaillais chez La Place à l'époque. Exactement. On ne rajeunit pas tout ça. Hein. Non. mais tu le portes bien, toi. C'est bien, tu n'as pas les poils blancs. Ça va. Ok. Alors, c'est un peu vieux con, quand même. Hein. J'aimerais vous lancer une première question comme ça. Finalement, le Sud-Ouest, là, depuis on va dire, le début des années 80 jusqu'à maintenant, il a connu beaucoup d'évolutions. On va dire qu'il y a eu dans l'histoire du Sud-Ouest plusieurs vitesses. Historiquement, beaucoup de. Enfin, voilà, le monde des caves coopératives, sans jugement encore une fois, parce qu'il y a des caves coopératives qui sont capables de faire des jolis vins et des grandes cuvées. On fait un travail de fond pour fédérer, etc. C'est vrai que le Sud-Ouest a beaucoup apparu par là-dessus. Ensuite, il y a eu, dans les années 80-90, quelques têtes de liste qui ont tiré des appellations. Voilà, Alain à Madiran, et puis enfin, voilà, on citera un peu, la liste est longue. Donc j'aimerais peut-être que vous commentiez, vous, aujourd'hui, comment vous sentez la région dans son ensemble, vous, dans votre appellation, et puis, de façon un petit peu globale, comment aujourd'hui le Sud-Ouest, puisqu'on le voit qu'il y a quand même un renversement, alors même si c'est un peu plus long, hein, il y a quand même un renversement d'un certain nombre de choses, puisque les grandes régions leaders, soit pour des problèmes de prix, soit pour des problèmes d'image, des fois, changent un peu. On voit des régions comme le Jura, voilà, qui sont en train aujourd'hui de devenir des régions un peu à la mode. Comment vous vous sentez dans le Sud-Ouest par rapport à cette histoire-là, ce que vous vivez aujourd'hui et comment vous voyez demain? C'est une grande question, hein. Mais après on rentrera un peu plus dans le vin lui-même. Mais je voulais poser le débat. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas à réagir. Ouais. Je ne sais pas qui c'est qui veut y aller. Répondre. Moi, je peux parler pour Jurançon un peu, notre vision depuis notre petit coin, s'il faut. Alors sur Jurançon, les années 80, là, c'est une appellation, Jurançon, qui est tombée très très bas en hectares après la guerre, qui a été replantée. Il y a eu des leaders forts. Je parle à Charles Ours, Henri Ramonteux, notamment, qui ont reboosté l'appellation, qui ont fait planter. Après, il y a toujours un gros clivage à Jurançon entre la cave coopérative et les vignerons indépendants, clivage qui est encore là. Du fait des pratiques viticoles principalement. Il faut savoir que sur les 60 et quelques indépendants, il y en a maintenant presque une vingtaine qui sont en conversion ou en bio, alors que la cave coopérative de Jurançon n'a pas forcément encore pris ce virage, contrairement à Elori pourra nous parler de la cave d'Irolegui, qui est sur une approche différente. Et voilà, la grosse révolution, nous, sur Jurançon, c'est vraiment les secs, qui, avec le marché des moelleux qui s'est quand même plus ou moins écroulé sur les 10-15 dernières années, on va dire. Et à contrario, les secs qui ont monté avec avant, les secs à Jurançon, c'était des vins de défaut où on faisait c'était des vins pour concentrer les moelleux, quoi. C'était des premières tries pour concentrer les moelleux, principalement. Et maintenant, on a vraiment des zones du domaine qui sont dédiées au sec, avec vraiment des coteaux un peu plus exposés est, où les degrés montent moins, et pour en faire vraiment un produit de gastronomie, et qui maintenant, grâce entre guillemets
aux aléas climatiques que malheureusement nos confrères subissent, à savoir toute la vallée de la Loire, tout ce qui est la Bourgogne. Les prix s'embrasent un peu et nous, on reste sur des prix plutôt bas et des rapports qualité-prix, notamment sur nos Jurançons secs, sur la gastronomie, qui restent sur des très bons rapports qualité-prix. C'est vrai que de façon un petit peu générale, le Sud-Ouest, ça reste, moi je le dis souvent à nos élèves et au sein de la revue, ça reste vraiment un grenier. On trouve des vins vraiment de grande qualité à des prix. Je veux dire, on ne fait pas que regarder les étiquettes, on peut encore en boire. Donc, oui, exactement, c'est ça. Voilà. Voilà nous depuis Jurançon. Je laisse les autres développer sur de leur coin. Félicitations pour ton 2019 parce qu'il est vraiment savoureux. Mais c'est encore un bébé, je pense encore surtout. Mais bon. Qu'est-ce qui veut prendre la main? Je peux. Moi, d'une manière globale, je pense que le Sud-Ouest, c'est une grande appellation. Donc, entre nous, avec Elian, qui sommes sur le Marmandais, Irouléguy ou Jurançon, c'est des régions en elles-mêmes, c'est énorme. Il y a beaucoup de cépages, beaucoup de terroirs, beaucoup de climats. Donc, pour les amoureux du vin, c'est très riche, en fait. Et souvent, les gens ont une image beaucoup plus globale de l'AOC, de la région, pardon, et ils vont dire « Ah ouais, mais les vins du Sud-Ouest, c'est assez tannique. » Ou c'est comme si, mais c'est une très grosse appellation et avec beaucoup de diversité. Et c'est une vraie richesse. On a beaucoup de cépages différents, des techniques de vinif différentes, des climats, voilà, des terrasses, donc, et en plus, ça commence à changer. Il y a beaucoup de jeunes, donc soit qui sortent de la coopérative ou qui reprennent les domaines familiaux. Parce que c'est vrai que qui dit petit prix dit que c'est des régions où c'était difficile de vivre du vin. Mais bon, voilà, ça change. Il y a plein de gens qui sont installés. Il y a plein de jeunes maintenant qui ont envie de reprendre. Et voilà, pour moi, c'est une région assez dynamique et il faut vraiment aller fouiller, quoi. Et je pense que c'est aussi des régions où finalement, pour les jeunes qui s'installent, on peut encore avoir du foncier à des prix qui sont à peu près… C'est ça, on peut vivre de notre travail. En fait, on peut vivre de la vigne, de nos investissements. Voilà. Et du coup, il y a quand même encore un esprit de paysans, de petite exploitation. Il n'y a pas des OPA ou je ne sais pas quoi. Voilà, on peut vivre de notre métier. Voilà, on arrive à valoriser, je dirais, par exemple, je parle un peu d'Elian parce que ça fait plus de 20 ans qu'il fait du vin. On va dire, c'est sûr que les premières années, c'est très dur. Là, aujourd'hui, ça va mieux, on vit bien de notre métier. Mais voilà, ça a été des régions qui étaient peu connues et du coup, c'était quand même compliqué de sortir des prix de la cave coopérative, quoi, et de la GD et essayer de… Elian, quand il s'est installé, il avait dit un jour, je ferai un vin à 50 francs à l'époque et tout le monde a rigolé, quoi. Et voilà, et maintenant, 50 francs, c'est notre entrée de gamme qui est à 10 €. Donc, mais à l'époque, c'était inimaginable. Lionel, tu voulais dire quelque chose? Je sais pas où. Merci Sandrine. Quelqu'un d'autre ou… Moi, je rejoins ce que Sandrine et Maxime disent. Enfin, le Sud-Ouest, c'est une région très, très riche, ça c'est sûr. En plus, on a la chance d'avoir chaque zone a ses cépages un peu autochtones qu'il arrive à mettre en avant. Et c'est ce qui fait cette richesse aussi. C'est vraiment, chaque territoire a vraiment des identités bien fortes. Après, quand vous parlez de prix plutôt accessibles et tout ça, il faut que les vignerons aussi, et surtout la nouvelle génération qui s'installe, le foncier n'est pas… Enfin, reste accessible certes, mais il faut pouvoir vivre de ça et du coup, il faut arriver à quand même sortir des bouteilles à des prix convenables pour le vigneron et pour son travail. Bien sûr. Et suivant les régions, comme nous ici sur Irouléguy, où on a quand même des conditions de travail un peu particulières avec des topographies assez exigeantes, enfin voilà, il faut pas qu'on ait peur non plus de vraiment bien calculer nos coûts de production, nos temps de travaux et tout ça pour avoir un prix acceptable et rémunérateur en face, quoi. Voilà.
Ça reste une région où il n'y a pas trop de spéculation encore et c'est ça qui est bien, quoi. Mais il faut que ça reste une région voilà, qui reste dans ce dynamisme et où les jeunes puissent s'installer et puissent vivre voilà, décemment. Ouais. Qui est-ce qui veut dire un petit mot, peut-être Patrick, Julien, je pense que j'ai un petit problème de réseau, excusez-moi. Je vais rebondir sur ce que dit Elori. Je suis très en ligne avec ce qu'elle vient d'annoncer parce que ce qui est fondamental, et c'est l'un des axes de notre travail à nous, c'est de créer de la valeur. C'est-à-dire qu'on a des cépages autochtones, on a des terroirs, on a des vraies qualités, on a une identité qui est très marquée. C'est notre chance. L'enjeu, c'est de créer de la valeur et de faire en sorte qu'on ait un avenir. Et ce que je dis souvent que le Sud-Ouest, on n'a pas l'histoire d'autres bassins viticoles, mais on a un avenir, on a des perspectives. C'est-à-dire qu'on a encore plein de choses à écrire sur l'ensemble des vignobles du Sud-Ouest, même si je vois qu'à Cahors, il y a eu des pionniers, il y a eu des gens qui font très bon et qui font avancer l'appellation. Il y a encore plein de choses à faire à Cahors. C'est pareil à Héroë-Léguy, c'est pareil à Jurançon. Maxime le disait, il y a un vrai travail de fond à faire sur les sols et sur les secs, pardon, et sur les terroirs à sec. Par rapport à ce que tu disais, la question que tu posais, Franck, en opposition à des régions viticoles beaucoup plus historiques, c'est que nous, on a moins d'histoire, mais on a beaucoup plus d'avenir. Et je pense qu'il faut trouver ce bon ratio entre valorisation, rapport qualité-prix, défendre nos identités et donner les moyens aux vignerons de pouvoir installer leurs enfants et faire en sorte que justement, comme tu parlais du Jura, mais on regarde le Beaujolais, qui est un vignoble qui a aussi pas mal le vent en poupe. En même temps, dans les 10 prochaines années, tu as 50% des exploitations qui vont se vendre et aujourd'hui, ils ont des problèmes de reprise. Donc, l'enjeu pour le Sud-Ouest, c'est de trouver ce bon équilibre entre identité, valorisation, bon rapport qualité-prix et création de valeur, quoi. Julien, tu veux dire, Julien ou Patrick, veut dire quelque chose? Ouais, mais tout grosso modo a été à peu près dit. Moi, je veux vraiment insister sur ce côté identitaire que l'on a chacun en étant une grosse région. On a quand même chacun nos identités fortes de par un cépage, de par des terroirs, de par des systèmes de vinification, comme l'a dit Sandrine, et vraiment mettre en avant. Comme l'a fait des grandes appellations super bien connues, un cépage sur un terroir. Et je pense que c'est vraiment ça qui doit nous animer à avancer. Après, nous, bon, à Cahors, je pense qu'on est très très bien placé pour parler d'histoire et des hauts et des bas, parce que de l'histoire, on en a à revendre. On a eu vraiment du très très haut, on a eu vraiment du très très bas. Et là, ça fait maintenant 15-20 ans, sous l'impulsion de certains historiques de l'appellation, et avec des impulsions de nouveaux. C'est une appellation qui grandit de jour en jour, et comme tout le monde a dit, la chance que l'on a encore dans le Sud-Ouest, c'est que ça reste accessible au niveau du foncier. Par contre, voilà, avec malheureusement les problèmes climatiques qu'il peut y avoir en Bourgogne, qu'il peut y avoir dans la vallée du Rhône, qu'il peut y avoir en Loire, qu'il peut y avoir un peu partout, on devient un petit peu la région viticole qui va être, de par sa grandeur et de par cette représentation énorme, qui va être, à mon avis, et je suis sûr de ne pas me tromper, qui va être très très grande dans un futur très très proche, parce que c'est pas possible qu'avec les terroirs que l'on est et avec les cépages que l'on est, c'est pas possible qu'on passe à côté d'une grande histoire. C'est impossible. Enfin, vous pouvez le regarder comme vous le voulez, c'est impossible que l'on nous enlève ça. Voilà, on a tous un cépage identitaire, on a tous un terroir identitaire, on ne s'est pas trop mal démerdé pour faire ça, et puis sous l'impulsion de différentes personnes, les grandes personnes du Sud-Ouest, enfin, bon, on l'a répété 15 fois, des Mathieu Cos, des Elian, enfin, il y en a partout, un petit peu dans chaque coin du Sud-Ouest. On va avancer, c'est sûr, c'est sûr.
En même temps, pour vivre heureux, vivons cachés. Il ne faut pas trop le dire. Il faut quand même qu'on reste tranquille. Oui, mais on est d'accord. Mais parce qu'ils ne savent pas tous qu'on est des cons quand même à la base. C'est pour ça. Non, mais bon, ça, pas trop, un peu de monde, mais pas trop. Comment tu vois ça, Patrick, toi, de ton point de vue touriste? Alors, Julien disait qu'on était des cons. Moi, je pense que je vais parler comme un vieux con parce que ça fait 30 ans que je suis installé ou pas loin. Et je trouve que les viticulteurs du Sud-Ouest, il y a 30 ans, faisaient des vins pour faire des vins. Et ils n'avaient même pas confiance, je crois, dans leur terroir et dans leur cépage. Et très rapidement, je pense que ça fait, je dirais, grâce à des viticulteurs comme Jean-Marc Grossotte, qui sont les vieux vignerons de Jurançon, comme que, effectivement, Mathieu Cos à Cahors, et les Arrechea à Hérouléguy. Ça s'est fait grâce à ces gens-là qui ont, je pense, beaucoup tourné, beaucoup dégusté à droite, à gauche, et se sont dit que finalement, on avait quand même des grands terroirs. Et ces grands terroirs, aujourd'hui, passent par cette passion et passent par cette identité qu'on n'avait pas, je crois, auparavant. Moi, je me souviendrai toujours au magasin en 94. Alors, Hérouléguy, il faut attendre 20 ans avant de les voir. Mais je crois qu'à la base, il n'y avait pas de notion de terroir. On faisait des vins pour faire des vins. Et l'exemple aussi de Sandrine, et plus vieux, effectivement, d'Elian, c'est que personne ne connaissait Marmande, ou presque, avant qu'Elian arrive. Aujourd'hui, il y a Sandrine, il y en a d'autres, et c'est ça qui est assez fabuleux. Il faut retrouver cette notion de cette identité. Je crois que peu importe le vin, si on a une identité dans le vin, si on fait des vins à notre image, en l'occurrence du vigneron, il y a un avenir extraordinaire dans les vins du Sud-Ouest. Je suis absolument convaincu. Et Maxime, à Jurançon, dans ses terroirs très calcaires, il en parle mieux que moi, prouve aussi qu'à Jurançon, il y a toujours des nouveaux terroirs, il y a toujours des nouvelles choses à faire, et avec une véritable identité. Voilà. Je crois que à mon sens, c'est vraiment cette identité qu'il faut avoir et ne pas la perdre. Alors, est-ce que peut-être, avant de répondre aux questions, il y a deux trois questions qui ont été posées. Est-ce que peut-être en 2 minutes chacun, vous pouvez présenter un vin qui vous touche de votre domaine? Voilà, si vous deviez parler d'un vin de votre domaine qui vous touche, que vous avez envie de partager plutôt de façon émotionnelle, en disant voilà, un vin dans lequel vous croyez, un vin qui vous touche, un vin qui vous fait. Voilà, c'est peut-être un vin avec lequel vous avez des difficultés. Oui, qui c'est qui veut essayer? C'est pas le mien. Il y a moins de monde qui veut parler là. Ah non, non, on est là pour ça, mais s'il faut qu'il y en ait un qui se lance. Vas-y. Moi, si on doit parler d'une cuvée, c'est la cuvée Olette du domaine Berthoumieux qu'on a démarré il y a 2 ans, qui est le fruit de notre arrivée sur Berthoumieux. On est arrivé sur cette propriété à Madiran, d'abord parce qu'il y avait un super potentiel végétal, il y avait un âge moyen des vignes qui était pas loin de 50 ans. Donc, il y avait un gros travail qui avait été fait par Didier Barré. Lionel est coupé un peu, hein. Il y a des petits problèmes de réseau. Est-ce qu'il va revenir? Ok. Qui c'est qui se lance si jamais? Juste un tout petit mot, parce qu'on n'en a pas parlé concernant Lionel et domaine Berthoumieux. J'ai voulu aussi demander à Lionel de parler du domaine Berthoumieux en hommage à Didier, qui, vous le savez certainement, n'est plus là depuis quelque temps maintenant. Et pour moi, alors c'est de l'émotion, il a fait partie des premiers vignerons avec qui j'ai travaillé sur Madiran. Et je trouvais ça important que cette reprise par Lionel soit soulignée. Voilà. Est-ce que tu peux reprendre, Lionel? Merci. Ouais, alors excusez-moi, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais vous voyez, en Berne, on a quelques petits soucis de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, on t'entend. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, désolé, je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté, mais en fait, la cuvée qu'on a lancée, ce que je disais, c'est que nous, on s'est quand même glissé dans les chaussons de Didier. C'est confortable pour nous parce que le potentiel du matériel végétal était extraordinaire, avec un âge moyen des vignes assez important. Et en fait, on a pu aller faire un travail sur des parcellaires dès la première vendange, alors qu'on n'avait pas beaucoup d'historique sur le domaine. Et Olette, c'est une parcelle de 2,5 hectares, et finalement l'une des vignes les plus jeunes du domaine, assez paradoxalement, où on a un vignoble qui est à parfait équilibre, avec des maturités qui se font très facilement. On n'est pas obligé de trop pousser. Et aujourd'hui, on vinifie sur des infusions, c'est-à-dire on lève le pied sur les extractions, et ça fait des madirans en tout cas des profils de tanat qui sont hyper intéressants parce que c'est civilisé, c'est pulpeux, c'est juteux, et on n'est pas du tout sur les profils qu'on connaissait il y a 30 ans.
Et en ce sens, il faut rendre hommage aux gens qui ont fait ce travail d'amélioration qualitative de nos cépages autochtones, puisqu'il faut se dire qu'il y a 30 ans, en fait, le Sud-Ouest, c'est la deuxième génération finalement d'amélioration qualitative. Jusque-là, il n'y avait pas de démarche dans ce sens. C'était plutôt des modèles de production jusque dans les années 80 qui étaient des modèles quantitatifs. On n'essayait pas d'aller vers le haut, quoi. Donc voilà, donc cette parcelle qui s'appelle Olette au domaine Berthoumieux reflète bien cette nouvelle tendance d'aller faire des vins qui ont de l'identité, mais aussi de la buvabilité, de l'équilibre et de la profondeur. Voilà. Merci Lionel. Qui est-ce qui a envie de présenter une cuvée? Je vais m'y lancer. Alors, pour le Chloruyat, moi je vais présenter Comet. Alors, j'ai 2 Jurançon secs, Météore et Comet. Comet, ça représente 20% de la production du domaine, Météore 70% et le moelleux 10%. Moi, j'ai un domaine de 3 hectares, donc on ne peut pas parler vraiment de parcellaire ou autre, parce que c'est maintenant en plus. C'est d'abord un peu une sélection de jus, les plus beaux petits mancins que j'ai chez moi, qui ne montent pas en degrés. Il y a 75% dedans, et le reste, c'est 25% de Camaralais. Alors, c'est du Camaralais de la Sub, c'est un cépage autochtone. On parlait d'identité forte de cépage, celui-là c'en est un. C'est un cépage, je pense, je crois que sur Jurançon, il n'y a que 9 hectares. Sur le reste du monde, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il y aura 1 ou 2 hectares qui se baladent. Peut-être qu'il y en a dans le Gers, ça je ne sais pas. Lionel le sait peut-être. Et donc, du coup, c'est un cépage oublié, assez dur à travailler, très sensible à tout, au mildiou, à la coulure, mais qui donne des profils hyper intéressants avec des acidités basses, des alcools très bas et qui vient contrebalancer justement la très forte puissance du petit mancien. Tout élevé en barrique. C'est vraiment un sec qui va plus être sur le côté gastronomique, le côté très pot, avec des jolies amers et des très fortes salinités, quoi. Voilà. C'est une cuvée que j'ai commencé en 2018, à la naissance de mon fils, où j'avais 2 barriques qui avaient des fortes dominantes de petits manciens et qui se démarquaient. Et bon, comme j'avais mon fils, j'ai dit je vais mettre ces 2 barriques à part et je vais commencer à voir ce que ça donne. Je sais que sur la jeunesse, c'est encore un peu austère, mais par contre, au vieillissement, je pense que ça peut aller très loin. Et en Magnum, on peut lui donner 20-30 ans sans trop de problèmes, quoi. On se retrouvera dans 20 ans alors. J'espère vraiment. Merci Maxime. Qui est-ce qui veut y aller? Moi, je peux le faire si vous voulez. Ouais. Pareil, j'aimerais vous parler d'une cuvée qui s'appelle les Pays Relevades. C'est une cuvée. Les pierres levades, ça veut dire les pierres levées, c'est ça, hein? Exactement, ouais, en occitan. Donc, c'est un nom de lieu-dit et c'est le nom cadastral de cette parcelle, où c'est qu'on est 2 propriétaires sur cette parcelle. Et pour la petite histoire, on est 2 à faire ce même nom de cuvée sur cette parcelle, donc sur ce lieu-dit, donc c'est très intéressant. Et donc, en fait, cette cuvée, on l'aime beaucoup. On l'a créée en 2014 quand on a redispersé tous les sols et rediviser tous les terroirs, parce que sur les 3 parcellaires que l'on a sur le domaine, avec au cerisier et le lac au cochon, cette 3e parcelle qui s'appelle les Pays Relevades, c'est une des plus intéressantes pour nous, pour la mise en valeur du terroir. C'est-à-dire que pour nous, c'est celle qui représente au mieux le terroir et qui met le plus en avant le calcaire sur une identité de cépage et sur une identité de terroir, avec un élevage qui est long, une vinification qui est un peu poussée. Voilà, et c'est vraiment ça, parce que c'est une parcelle qui était pas du tout mise en valeur à l'époque de mon père ou de mon grand-père, tout simplement parce que de par les techniques qu'il y avait au vignoble à l'époque, avec les rendements un peu plus hauts et des choses comme ça, c'était des équilibres de maturité qui étaient complètement différents de ce que l'on cherche aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que
les calcaires, quand on va les chercher sur des choses comme ça peut vraiment faire des belles choses. Et donc, ce parcellaire, on l'aime de plus en plus. On a mis du temps à chercher au niveau des élevages, au niveau des vinifications, au niveau de beaucoup de choses, au niveau des maturités. On a mis 4, 5, 6 millésimes à chercher vraiment où c'est qu'on voulait aller. Et je pense que depuis 2018, 2019, 2020, qui est encore en élevage, on commence à apercevoir un tout petit bout de ce que l'on veut essayer de faire. Ouais. Merci Julien, en tout cas, ça donne envie de goûter. Qui c'est qui veut parler? Peut-être Elori ou... Ouais, moi je vais vous présenter la cuvée Kishka, qui est une cuvée voilà, on a découvert au fur et à mesure. En fait, c'est donc une cuvée de rouge 100% tanat. Et donc, on a tendance à de plus en plus parler des blancs en Irolégui, mais je reviens sur les rouges quand même parce que voilà, il faut leur en reparler et puis montrer qu'il y a aussi un intérêt tanat terroir à Irolégui quand même. Et donc, nous, en fait, on a 9 hectares et demi sur un sol tenant aussi, mais sur 300 mètres de dénivelé sur le domaine. Et vu que mes parents livraient tout en cave coopérative, on ne savait pas trop comment se découper un peu tout ce bloc-là. Donc, toutes les années, en fait, on a divisé suivant l'altitude et suivant les cépages notre domaine. Et on a découvert petit à petit qu'une parcelle ressortait toujours beaucoup plus intéressante au niveau des tanates, avec beaucoup plus de matière, plus de concentration, vraiment un équilibre plus intéressant, des tanins certes présents, mais toujours bien enrobés avec vraiment un équilibre intéressant. Voilà. Donc, petit à petit, donc, on a commencé à la travailler séparément, cette parcelle. Et ce qui est très étonnant, c'est dans notre 300 mètres de dénivelé, c'est que donc là, on est sur du grès. Sur la totalité du domaine, on est sur du grès rouge, sur des sols limoneux, donc très drainants, mais vraiment sur des grès rouges, avec des zones où c'était des anciennes carrières de grès, donc où le grès est très affleurant à certains endroits, donc très peu de sol. Et donc, dans notre imaginaire, on pensait que c'était là qu'on allait faire les plus jolis vins rouges. Puis en fait, ce n'est pas le cas. Parce que cette parcelle, elle se retrouve à mi-pente et sur une zone vraiment où il y a un peu plus de sol. Ce n'est pas là où il y a le plus de sol, mais il n'y a pas cette roche qui est vraiment très, très affleurante. Et voilà, vraiment à mi-pente, la parcelle de tanat qui donne quelque chose de vraiment très intéressant. Voilà. Après, en termes de vinification, le tanat est toujours très, très exigeant et il faut être assez pointilleux. C'est-à-dire que nous, on travaille de manière avec très, très peu d'extraction, mais plutôt des macérations sur des temps longs. Donc, on manipule très peu les mares, mais on va travailler voilà, sur des 20 jours, 25 jours, voire 30 jours de cuvaison. Voilà, avec juste des légers mouillages tous les 2 jours. Mais pour aller vraiment chercher le fond du tanat, vraiment ce grain en bouche, cette profondeur en bouche qu'il y a. Et ce qui est étonnant en dégustant avec d'autres terroirs de l'appellation, donc des terroirs de schiste, d'ophyte ou de calcaire qu'on a sur l'appellation, c'est que vraiment on a un côté vraiment très sanguin du tanat sur ces grès, un côté très presque un peu comme on retrouve sur les petits mansins ou comme ça, un côté très salivant, très ferreux presque qui provient je pense de cet assemblage terroir-cépage. Au sein de l'école, on bosse beaucoup. On a entamé un gros travail de recherche depuis 4 ans avec Gabriel Lépousé, qui est au comité de l'RVF, qui est neuroscientifique, et aussi donc avec Jean-Michel, avec Stéphane de Redon-Confin, on travaille beaucoup sur des sessions géosensorielles. On essaye d'investiguer un peu. Alors, on est vraiment au début de la recherche de savoir finalement, au niveau tactile, au niveau de la bouche, quelle va être la dimension de la lecture du vin. Et le grès, moi je le connais assez peu sur les rouges, on a beaucoup travaillé en dégustation sur les blancs en Alsace, tu vois, qui est souvent alors après ça dépend des tâches du grès, etc. C'est un sol d'origine cristalline. Il y a souvent une des dynamiques en dégustation qu'on essaye d'identifier. Alors, encore une fois, on arrive à lire un vin de grès quand le terroir est libéré, quand le vin est libéré, quand il y a beaucoup de choses qui sont libérées. Donc, il n'y a pas
une vinification, un élevage ou une intention qui est trop lourde, qui va, on va dire, à libérer l'énergie du lieu. Mais le grès, je te rejoindrai, dans les vins de grès, on a souvent des salivations qui sont extrêmement denses, extrêmement fluides. Voilà. Donc après, voilà, il y a des vignerons qui en parleraient bien mieux que moi, mais du travail qu'on fait, et on fait ce boulot-là, et c'est passionnant, et plus on avance, et plus on se rend compte que la lecture du terroir, bah, c'est un truc hyper multidimensionnel. Et souvent, il y a la métaphore où tel terroir donne ça. Ben, c'est très, très, très compliqué à expliquer et à comprendre. Je suis d'accord. Sandrine, tu veux dire un mot peut-être sur une de tes cuvées? Oui, alors bon, c'est toujours difficile de parler de ces vins, je trouve, donc je vais faire bref. Je voulais présenter peut-être 2 vins, parce que j'ai 52 arcs et un blanc en vin de France, qui est très atypique pour les blancs de la région, parce que je suis beaucoup sur l'amertume, le côté zeste comme ça, et parce qu'il y a beaucoup de sémillons. Et puis après, j'ai une autre cuvée qui s'appelle Épiphyte en rouge, essentiellement du Cabernet. L'idée, en fait, dans ce vin-là, en tous les cas, c'est ce que je recherche en général. Alors, j'ai été beaucoup marquée dans ma vie par le Japon, parce que j'ai vendu beaucoup de vins au Japon pendant plus de 10 ans. Et le Japon, c'est très connu pour le wabi-sabi. Et ça veut dire l'élégance dans la simplicité. Et avec Épiphyte 2019, voilà, j'ai trouvé, ce millésime en tous les cas, j'essaye, c'est d'avoir vraiment cette finesse. Alors, c'est beaucoup de Cabernet Franc. Donc, cette finesse des tanins et puis donc l'élégance, mais sans trop de tanins. Trouver toujours cet équilibre, en fait. Et quand je fais du vin, c'est aller travailler dans le contre-pied, en fait. Faire des vins tanniques dans le sud-ouest, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on en a. Donc, voilà, c'est toujours aller chercher ce qu'on n'a pas, quoi, et prendre un peu le contre-pied des choses. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, quoi dire d'autre? C'est déjà bien. Patrick, une cuvée peut-être que tu veux présenter, puis après on va répondre à plein de questions. Une question du sac multine, je vais répondre. Pour moi, c'est peut-être un peu difficile de parler d'une cuvée en particulier, parce qu'il y en a plein que j'aime beaucoup, donc je n'ai pas envie de citer un vigneron ou une cuvée particulière. Je ne vais pas te mettre dans le... Non, parce que je crois que j'aurais du mal à faire ressortir une cuvée parmi vous tous qui sommes là, plus d'autres qui manquent, bien évidemment. Moi, je vais prendre la parole, alors je vais parler d'un... Ouais, vas-y, je te laisse faire. Quand je suis arrivé au Negresco en 1993, j'étais commis sommelier, et on a eu la chance de trouver un stock très ancien de Clos Joliette, et on avait plus de 230 bouteilles. Donc, on avait des millésimes de 73 à 86, et j'en ai servi un paquet de 73. Et Clos Joliette 73, ça reste une des grandes bouteilles qui ont marqué ma vie. Donc, voilà, je voulais partager ça. Voilà. Alors, il y a une question de Philippe Nicolas qui demandait: que pensez-vous du mode d'investissement en GFV, et est-ce que c'est vraiment bien pour les vignerons? Ça permet aux vignerons d'acquérir et de sécuriser leur foncier. Je ne sais pas qui c'est qui veut parler de ça. Je connais quoi pas. le GFV? Les GFA viticoles. Groupement foncier viticole. Ah oui, c'est le gros bruit, c'est d'accord, on parlait de... Okay. En fait, la réponse, elle est simple, ça dépend qui détient les parts du GFV. D'accord. Parce que si le GFV appartient au vigneron, oui, c'est bien pour lui. Si elles n'appartiennent pas au vigneron, en fait, il n'est pas propriétaire du sol et il n'est qu'exploitant, donc il ne capitalise pas sur son travail. Donc, ça dépend s'il est majoritaire, s'il est actionnaire, s'il a des parts ou pas. Ouais, merci du pragmatisme de ta réponse. Désolé, c'est pas très sexy, mais c'est la vérité. Non, mais de toute façon, on répond à la question. Il y a Denis, bonsoir Denis, qui est en formation. On a une formation Inter-Hermitage en ce moment là. Donc, et justement, il nous posait une question sur les jeunes vignerons, voilà, qui quittent les coopératives et qui. Est-ce que c'est compliqué, voilà, pour un jeune vigneron de s'installer
avec une dimension, peut-être une culture bio, biodynamique. Dans le sud-ouest, comment ça résonne chez vous, ça? Aujourd'hui, on Ouais, a... Pardon. Vas-y. Pour répondre un petit peu à cette question, parce que bon, nous, un peu plus loin, hein, mais j'ai participé aussi à la sortie de la cave coopérative, mais le voilà, le papa. Salut, Elian. Salut, Elian. Et je pense qu'aujourd'hui, les caves coopératives qui sont dans le sud-ouest, en plus d'être une orientation bio et biodynamique pour les vignerons qui en sortent, je pense que c'est une politique générale et que aujourd'hui, le système coopératif convient de moins en moins aux jeunes vignerons et aux gens qui veulent s'installer. Et voilà. Et aujourd'hui, les paquebots qui existaient à l'époque, je vais parler de celles que je connais le mieux, mais les paquebots qui existaient aujourd'hui, je pense qu'elles intéressent de moins en moins les jeunes vignerons, même si je pense qu'à l'intérieur de ces caves coopératives, il y a des super mecs et qui font des... Pourrais-je échanger la... Vas-y, il y a qui font du super boulot et pour regarder certaines parcelles de vignes travaillées par des garçons qui sont en cave coopérative, c'est vraiment je pense des bons viticulteurs, voilà. Mais je pense que c'est en plus de la bio et de la biodynamie. Pour répondre un peu plus précisément à la question, c'est plus pour le côté personnel de la chose et développer et emmener le raisin en vin et le vin à la bouteille. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est mon avis. On ne t'entend pas, Maxime. Tu as coupé ton micro est coupé. Il y a un truc que je voulais rajouter à Julien. C'est que les coopératives, alors je ne sais pas comment sont les contrats dans les autres régions, mais n'autorisent quand il faut que 100% de la vigne et de la propriété partent à la coopérative. On ne peut pas faire de l'épicerie, à savoir 80% à la coopérative et 20% à faire à soi-même son vin. Donc il y a aussi une dimension que le mec, si ses parents avaient 10 hectares à la coopérative, il faut aussi avoir le courage de dire je vais vendre 10 hectares, trouver des mecs qui vont acheter le raisin ou autre. Enfin, voilà, il y a aussi cette dimension-là. Et il faut pas... Et il y a aussi toujours l'aspect un peu financier les gens ont tout simplement peur de perdre la récolte. En bio, on leur rabâche sans cesse qu'ils vont se faire taper par le mildiou ou par les maladies ou par autre. Voilà, il y a toujours cette dimension-là aussi à apporter sur le fait que les jeunes quittent la cave. On leur fait quand même aussi un peu peur des fois en disant est-ce que tu vas avoir de la récolte? Est-ce que tu vas arriver à tout vendre? Il faut rajouter ce paramètre-là, je pense. Ouais, si je peux me permettre, en complément de ce que vient de dire Maxime, il y a juste une nuance à apporter, c'est que chaque coopérative a un ADN différent. C'est-à-dire que vous allez dans le sud-ouest et vous avez autant de coopératives que d'ADN. Je connais un exemple d'un vigneron domaine de la Bastidium à Fronton qui fait de la biodynamie sur 5 hectares et qui livre le reste de la vendange à Vinovali. Faut être prudent parce que ce que tu connais, Maxime, à Jurançon n'est pas forcément ce qu'on va retrouver dans d'autres caves coopératives dans le sud-ouest. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai commencé en disant ça. Ouais. Et je me permets d'autant plus de compléter que j'ai rencontré pas mal de ces vignerons-là qui ont cette double ambition. Et quand vous avez des caves coopératives intelligentes, avec des gens qui ont une vraie ambition pour leur territoire, ce ne sont pas des gens qui enferment leurs coopérateurs, mais qui les accompagnent. Voilà, donc, il y a des démarches qui peuvent être tout à fait intéressantes, bien sûr. Tout à fait. Il y avait une question sur est-ce qu'il y a un événement, Sandrine a répondu. Hein. Rendez-vous le 19 et 20 juin à Rodez. La pub. Oui, contraste. Et Laurie, vas-y, tu peux y aller. À contraste. J'avais vu la question aussi, donc j'avais, voilà. Après, c'est un salon professionnel, donc ça va être plus dirigé. Non, mais vous dites que vous avez fait le webinaire avec la RDF.
Donc voilà, et vous avez ceux qui veulent, hop, les infos derrière. Voilà. Ouais, et n'oubliez pas de goûter du Marcillac. Et le Irouléguy, c'est peut-être le fin fond de la France, mais ils savent faire leur pub. Hein, tu peux y aller. Ah, Hein. Ça, voilà. Et à Rodez, j'ai un copain qui est un ancien du Moulin de Mougins qui a ouvert un magnifique bar à vin dont j'ai oublié le nom. Il s'appelle Frédéric Faure, voilà, qui est un copain de longue date. On a travaillé ensemble au Moulin de Mougins et voilà, on s'est arrêté il y a 2 ans, 3 ans avant le Covid. On a cassé la graine chez lui. C'est une cuisine coureuse et une carte des vins qui fait mal dans le bon sens du terme. Il y avait un petit commentaire aussi de Laurent qui dit Sandrine Farougia évoquait l'image des vins charpentés qui est associée au vin rouge du Sud-Ouest. Pensez-vous que cela fait partie de l'identité et de la typicité de la région? Et si oui, comment concilier, on va dire, l'envie de revenir à des vins plus digestes, plus fins? Comment concilier cette identité sur des rouges quand même avec un caractère et une puissance affirmée et une élégance recherchée? Lionel, vas-y. Moi, je ne vais pas répondre à la question parce que je pense que les veines de Julien sera très pertinent sur la capacité à faire des vins digestes, élégants et fermes. Donc, là, je le laisserai dire ça. Par contre, non, mais je le pense parce que j'en bois souvent. Donc, si je ne le pense pas, je ne le dis pas, sois tranquille. Non, mais par contre, d'abord, il ne faut pas faire là non plus de règle générale. C'est-à-dire que cette chance que nous avons dans le Sud-Ouest, c'est d'avoir une diversité de cépages. Et dans cette diversité-là, vous allez avoir des cépages qui sont peu tanniques, comme la négrette, qui vont faire des vins sur un côté très floral où on n'a pas des structures tanniques importantes ou massives. On a le Mansois à Marcillac qui fait des vins très digestes. Vous avez, si vous allez à Irouléguy, que vous trouvez des Cabernet Francs en maturité, vous avez des vins qui sont aussi d'une très belle buvabilité. Donc, déjà, ce n'est pas parce qu'il y a un passif sur certains cépages mal travaillés il y a 30 ou 40 ans que les vins du Sud-Ouest, que les cépages rouges du Sud-Ouest font que des vins charpentés. Déjà, le Sud-Ouest, il y a une mosaïque de terroirs et de cépages. Et à ce titre, déjà, il n'y a pas de règle générale. Et la dernière chose, c'est que quand vous avez un cépage qui fait des vins puissants, riches, je pense qu'il ne faut pas le dénaturer. Et là, pour le reste, la suite, je laisse parler Julien ou Sandrine qui font du rouge ou Elori. Ils seront plus pertinents que moi. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Il faut aller chercher le contre-pied. Donc, quand on vinifie, aller sortir du tanin. Chez nous, on a la Bourriou qui est un cépage hyper tannique ou le Merlot maintenant avec le réchauffement climatique, ça sort quoi. Il faut aller chercher la fraîcheur. Donc, on tape moins dedans, comme on dit. Hein, donc, on ne fait pas d'extraction très forte. Après, nous, on vendange à la main. Donc, ça aide aussi. Hein, on encule par gravité. Et puis après, il faut aussi aller chercher d'autres types de vinification qu'on ne faisait pas forcément dans notre région. Donc, nous, on peut faire la carbonique ou presser très, très légèrement, mais après, quand même, le plus important, c'est de rentrer des beaux raisins. Parce qu'à partir du moment où tu as des beaux raisins et que tu vendanges au bon moment et à maturité, parce que ça, c'est le but du jeu et ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est le plus compliqué. Après, quand on a des raisins qui sont croquants, juteux, ça déroule aussi en cave, quoi. Donc, le travail, il est surtout fait en amont. Et puis après, comme tu dis, Lionel, chaque vigneron a sa patte et c'est aux gens d'aller chez des cavistes et de demander, comme on va chez un libraire, on a son style, des vins qu'on aime, on a envie de découvrir. Donne-moi le vin qui me convient. Il y a une jolie remarque de Nicolas qui dit pour son club d'œnologie, c'est un bon thème pour les différents cépages. Et Maxime dit oui, ça va faire beaucoup de soirées en perspective, ça c'est clair. Julien, tu voulais peut-être répondre un petit quelque chose à ça. Oui, déjà, merci beaucoup Lionel. Mais alors, là où je suis à 100% d'accord avec Sandrine, c'est le fruit, quoi. Le plus important, nous, je parle, alors là, je me permettrai de parler que de mon cépage et que de ma région viticole. Je pense que
là où on a beaucoup progressé en 2000 au contact de Mathieu et de Catherine, c'est vraiment de travailler sur le fruit. La base, en fait, c'est le végétal qui nous le donne. Et malheureusement pour plein d'histoires différentes à Cahors, on l'avait un petit peu oublié, ça, du temps de la carte noire, de choses comme ça. On était peut-être sur des rendements un peu hauts pour notre cépage, sur des terroirs pas forcément adaptés, parce qu'il y a eu l'intégration de nous à une grosse époque du merlot qui était malheureusement pour des problèmes de maturité, comme le merlot est un cépage qui fait des degrés un peu plus facilement que l'auxerrois, était sur souvent les meilleurs terroirs pour que les degrés montent le plus vite. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce côté fruit est vraiment super important. Amener un bon raisin à maturité, aujourd'hui, avec des pH et des jours de récolte qui sont de plus en plus précises. Aujourd'hui, l'acidité totale, on n'a plus besoin d'en regarder. 1 degré, on n'a plus besoin de le regarder. Le plus important aujourd'hui pour avoir l'équilibre d'un vin, c'est le pH qu'il y a. C'est le pH qu'il y a dans le vin. Et donc, nous, on est bien aidés, bien sûr, sur des calcaires. Et ensuite, les vinifications, j'aime pas employer le terme que ça se fait tout seul, que c'est des vins de machin, de trucs. Je pense que quand vous avez du beau raisin, après, c'est comme quand vous avez un bon thé. Vous le mettez à infuser et normalement, ça va vous faire quelque chose de bon. Après, il faut... En fait, il faut juste le surveiller, quoi. Être là où nous on a besoin vraiment d'encore plus progresser, je pense, c'est sur les contenants, c'est sur les élevages, c'est sur le bois, parce que à un moment donné on a eu sur le domaine on a eu des excès de bois, mais aujourd'hui, quand vous avez un joli fruit, normalement, vous devez faire des vins juteux avec des pH qui sont à l'équilibre. Et après, il ne faut pas se planter sur les bois et faire attention, pour ma part, à faire attention sur des sols un peu plus argileux qui auraient tendance à donner un peu plus de volume au vin et d'ampleur au vin et qui, dans l'élevage de ce vin, a besoin de s'affiner. Et pour nous, c'est le plus compliqué aujourd'hui. On préfère élever des vins sur des calcaires plutôt que d'élever des vins sur des argiles. Ça nous paraît un peu moins compliqué. Peut-être que dans 10 ans, on parlera différemment. On arrive au terme de la soirée. Déjà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Le temps est passé incroyablement vite. Je voulais vous remercier tout le monde, Patrick et d'avoir été présents. Je vous donne rendez-vous le 19 mai, donc on aura une soirée sur les vins blancs de macération. Donc, entre autres avec Mathieu Deiss et d'autres macérateurs, si on peut les appeler comme ça. Je vous donne aussi rendez-vous donc, le 27 juin. On aura la demi-finale de notre concours d'apprenti sommelier en direct sur Zoom. Donc là, on a un peu plus de 150 apprentis sommeliers et cavistes qui concourent en créant une vidéo. Donc, on aura besoin de vous pour voter, pour élire donc, le meilleur apprenti sommelier de l'école. Et n'hésitez pas donc, à nous suivre sur le compte Instagram de l'école ou sur le mien, où je poste toujours quelques bonnes dégustations que j'aime bien. Merci à tous. C'est vraiment hyper sympa de prendre 1 heure de votre temps. Je sais que les journées sont longues, que ce n'est pas forcément un exercice. Merci. Merci à Eliane de nous avoir fait un petit coucou. Je fais un mauvais jeu de mots, mais je suis en train de finir dans ma cave perso tes chants de coucou 2010 qui sont savoureux. Merci. Les 2019, fantastique. Ouais, tu sais, moi, c'est le meilleur qu'on ait fait, je pense. J'adore les vieux vins, donc j'essaye de stocker un peu et de boire les vins à maturité. Voilà. Et souris, Lionel. Je croyais que je voyais Michel Rius-Peyrous quand je te voyais, putain. C'est le même. Et Penamer, il a le même. T'as un côté basque qui te va super bien. T'as un côté basque qui te va super bien. Merci à tous. Salut, Laurie. Salut à tous. Salut. Max. Salut. Merci, Franck. À bientôt. Salut, Eliane. À très vite, au revoir,